ça y est, bienvenue dans ce troisième épisode de mon vlog de la relecture de la passe miroir. Je commence le troisième tome. C'est le dernier tome dont je connais l'intrigue, donc j'ai à la fois hâte de le lire pour pouvoir enchaîner sur le tome 4. Et en même temps, je crois, j'en suis même sûre que c'est le tome dont je me souviens du moins de choses. Le tome dont je me souviens le moins de l'intrigue. Bref, vous avez compris. En gros, voilà, je me souviens plus de grand chose dans ce tome-là. Je pense que je l'avais lu assez vite en fait. Je me souviens juste de la toute fin du tome qui se termine sur un énorme cliffhanger et qui m'avait laissé sur le cul en mode où est le tome 4. Et le tome 4 était encore en cours d'écriture, sachant que je vais aussi lire en format numérique parce que ça va être Noël, que je vais beaucoup me déplacer en train et que j'ai pas la place de l'emmener. C'est un peu dommage parce que j'aime bien lire en papier, surtout que comme je surligne les choses, c'est sympathique. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, c'est parti. Et je suis trop contente parce qu'on a fait un peu Noël en avance avec Axel. Et il m'a offert un plaid avec des manches. Attendez. Hop, avec des manches. Et du coup, je peux mettre le plaid comme ça. Mais j'ai mes mains qui sont accessibles. Du coup, je peux porter mon livre comme ça. C'est trop bien. Je suis trop contente. Ma tasse de café au lait. C'est parti. J'aime trop ce tome, ou en tout cas le début de ce tome, parce que vraiment, Ophélie, elle a la hargne, quoi. Elle est en mode, les gars, cassez pas les bonbons. J'ai décidé que je ferais ça, donc je vais faire ça. Et personne ne pourra m'arrêter, en fait. Et j'aime trop cet état d'esprit, et je me souvenais pas. J'avais vraiment cette impression d'un personnage un peu mou, que j'avais envie de secouer en mode, mais réveille-toi, ma grande et tout. Et en fait, pas du tout. Elle a tellement grandi depuis le tome 1, et même dans le tome 1, elle était déjà pas mal débrouillarde et tout. Et c'est fou que l'impression qui m'était restée de ce personnage, c'était une impression de chiffre molle un peu, alors que pas du tout. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et j'ai décidé de surligner pas uniquement les phrases que je trouve jolies ou qui me provoquent un sentiment, etc., mais aussi les indices sur la grande enquête, entre guillemets, que le lecteur mène en même temps que les personnages, qui est de comprendre le monde dans lequel ils sont. Et je maintiens ce que j'ai dit dans le vlog du tome 2. Je sais pas exactement comment dire ça, mais cette saga, elle se base vraiment sur le fait de grandir et de devenir adulte. Comme beaucoup de sagas adolescentes, Harry Potter c'est pareil, Eragon, le cycle de l'héritage c'est pareil, Narnia, enfin bref, vous avez compris un peu les sagas fantasy ados, c'est la construction d'un héros qui part d'un endroit A pour aller à un endroit B et en chemin, il dit au revoir à l'enfant qu'il était pour essayer de construire l'adulte qui deviendra. Et là, Ophélie, en gros, se coupe les cheveux pour une raison X ou Y. Et la phrase, c'est elle les avait laissés pousser depuis l'enfance, mais curieusement, lorsqu'elle jeta cette partie d'elle-même dans un sac de mauvaises herbes, elle ne ressentit rien de particulier. Rien hormis une soudaine impression de légèreté. À croire que ce n'était pas ses cheveux qu'elle venait de couper, mais le cordon qui l'enchaînait à son ancienne vie. Donc là, on a la métaphore de l'enfance, du cordon qu'il faut couper avec ses parents, le fait qu'elle coupe clairement ses cheveux qui la représentent dans toutes les pages des deux premiers tomes. Elle les a laissés pousser depuis l'enfance, donc peut-être que c'est aussi comment dire, le symbole de justement de rester dans le rôle de la petite Ophélie, muette, fluette, etc., un peu timide, qu'on lui a collé aussi. Et là, en fait, elle s'en débarrasse et elle prend le contrôle sur son identité, sur sa représentation, sur ce qu'elle rejette aux autres en se coupant les cheveux. Et et en fait, elle se sent super légère, quoi, parce que elle a pris en main sa vie, elle a coupé le cordon, c'est elle qui l'a fait, on l'a pas fait pour elle. Et voilà. Donc, enfin, cette phrase pour moi, elle résume vraiment
un des pans de cette saga qui nous aide à grandir aussi. Finalement, il y a beaucoup de citations. Au début, il y en avait une aussi qui disait c'est Ophélie qui parle à ses parents. Je sais que vous vous tracassez tous pour moi, déclara-t-elle enfin. Mais c'est de ma vie qu'il est question. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et voilà, donc c'est le côté les gars, c'est bon, ça suffit. Et c'est drôle parce que le tome 1, oui, c'était l'enfance, le tome 2, c'était plus l'adolescence, le fait de commencer à découvrir sa vie et à découvrir qu'on peut être soi, voilà, de plus se définir par rapport à des aïeuls et à des ancêtres. Et là, c'est la rupture totale. Bref, j'adore. J'adore. Elle est trop forte. Salut, j'espère que ça va. Je sais pas du tout. Non, c'est pas que je sais pas du tout, c'est si je sais pertinemment que je n'ai pas beaucoup pris de vidéos de mon vlog lecture de ce bouquin. Parce qu'en fait, il s'avère que je lis énormément en numérique sur le chemin du travail. Je suis en 2 jours de présentiel par semaine. En fait, j'ose pas vraiment sortir mon téléphone pour me filmer en train de lire dans le tram. Mais en tout cas, je vous fais un petit update ce soir. J'en suis à la page 204, donc c'est un peu plus du premier tiers et juste un peu avant la moitié. J'aime énormément l'intrigue et comment elle se développe parce qu'on en apprend, ça y est, on commence à avoir beaucoup d'indices sur la construction de l'univers, etc. Ophélie a vraiment pris en main son destin, même si bon, elle est encore une fois dans une situation un peu compliquée. Je la sens beaucoup plus forte dans ce tome-là. J'ai l'impression qu'elle a fini de grandir finalement et que là, ça y est, elle sait qui elle est. Et elle sait ce qu'elle veut surtout. Et ça fait vraiment du bien, c'est assez rafraîchissant. Seul petit point, enfin en fait il y a 2 petits points négatifs pour le moment, c'est que ce tome-là confirme le fait que Christelle Dabos n'a pas eu autant de temps, je pense, à travailler le texte. Bah typiquement là j'en suis à presque la moitié et j'ai surligné aucune phrase que je trouvais jolie, poétique. C'est intéressant, ça bouge, l'intrigue est chouette, voilà. Mais au niveau des mots, je retrouve pas l'émerveillement que j'avais en lisant le tome 1. L'émerveillement vis-à-vis de la langue, vis-à-vis du rythme, du vocabulaire, des champs lexicaux, des symboles, etc. Enfin, j'ai complètement perdu ça. Et du coup, bah, ça me déçoit un petit peu. La passe miroir, c'est une de ces sagas où le tome 1 place la barre tellement haute, mais tellement haute, que du coup, bah, les suivants, même s'ils sont très chouettes et même s'ils sont très bien menés et très bien écrits, eh ben, on, ils font pas mieux quoi. Et ma deuxième réserve, ce serait plutôt un trigger warning. Parce que Ophélie va se retrouver dans une situation où elle va être malmenée par les personnes qu'elle côtoie. Elle va être harcelée, elle va être bizutée, elle va être humiliée et c'est assez violent. Et il y a une scène en particulier qui m'a un peu choquée parce que je l'assimile, ou en tout cas quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression de lire un viol métaphorique, entre guillemets. Il n'y a pas de rapport sexuel non consenti, mais par contre, elle est violée dans son intimité, dans sa liberté de mouvement, et il se passe un truc qui symboliquement est très fort et très violent. Du coup voilà, donc pour les personnes qui sont un peu sensibles à ce genre de sujet, attention. Après, c'est voilà, c'est fonction de la sensibilité de chacun, mais je pense que c'est important d'en parler. Je me souviens de la fin de ce tome, donc du coup, bah, j'ai pas trop de plaisir à découvrir les révélations parce que bah, je les connais. Et j'ai très hâte de le terminer pour pouvoir enchaîner sur le tome 4, parce que c'est un peu le but de cette relecture et que là, je commence un peu à trouver le temps long, j'avoue, même si je suis toujours divertie par cette lecture, c'est un peu... Bah, je sais ce qui se passe, quoi. Donc, voilà. À tout de suite dans la vidéo. Il y a
truc qui me chiffonne dans ce livre, c'est que si l'intrigue avance, si l'enquête principale suit son cours et se débloque, les personnages, quant à eux, mais stagnent et reculent et c'est un peu. En fait, ils avaient tellement évolué dans le tome 2 et même dans le tome 1, ils avaient ouais, une évolution, une marge de progression qui était super intéressante. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont retournés au point de départ, quoi. Et du coup, bah, c'est un peu relou. Et en plus de ça, j'ai décelé un truc qui m'énerve un peu dans les bouquins, c'est quand un trait de caractère d'un personnage est répété de manière un peu trop abusive. Et par exemple, là, il est souvent répété que donc Ophélie est maladroite, ça on avait compris depuis le tome 1. Ça s'estompe un petit peu dans ce tome-là, et tant mieux. Mais par contre, là, c'est dès qu'elle est émue, elle sait pas comment. Les mots restent coincés dans. Voilà, elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Et en fait, t'as toujours des phrases qui disent. Là, par exemple, je me suis noté lourd, 3 petits points à côté, parce que ça commence à être lourd. Elle ne sut pas quoi dire, elle ne savait jamais quoi dire dans ces moments-là. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que ces genres de phrases, elles apparaissent régulièrement et elles apparaissent comme si, en fait, c'était une révélation, en mode elle ne savait jamais quoi dire dans ces moments-là. Non mais on a compris en fait que c'est bon. C'est un tic un peu d'écriture que je trouve pas nécessaire. Voilà, et ça accentue le fait que je trouve que la qualité d'écriture de Christelle Dabos se réduit au fur et à mesure des pages, et c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, c'était tout. Je continue, et j'ai mon bibou sur les genoux. Je savais, mais ça fait le même effet quand même. Ah ouais? Ouais. Non, t'as tout bougé mon cadre. Allez, mets-le dessus. Oh là là, vous êtes... J'essaie de faire les choses de manière professionnelle Ça et va? vous m'empêchez. Et je viens de terminer le tome 3 de La Passe Miroir. Donc ça y est, j'ai relu tout ce que j'avais déjà lu. Et ça me permet de faire un point sur l'expérience de la relecture en général. Je trouve que c'est assez chouette parce que ça permet de redécouvrir déjà des éléments de l'intrigue, de redécouvrir des sensations et des émotions qu'on avait appréciées lors de la première lecture, et aussi de faire plus attention à des choses à côté desquelles on était passé, et notamment, pour moi en tout cas, pour cette saga, la poésie de l'écriture de Christelle Dabos que j'ai carrément découverte en fait finalement. Je l'avais déjà senti au moment de ma première lecture parce que j'avais beaucoup aimé la plume, mais là je me suis vraiment attachée aux mots, à la construction des phrases, à la construction des paragraphes, au déroulé du rythme et des sons, et j'ai trouvé ça magnifique dans le tome 1. Dans le tome 2 ça persiste un petit peu, mais ça s'estompe, et dans le tome 3 malheureusement je l'ai pas du tout retrouvé. Le tome 3 est très actif, il se passe beaucoup de choses et c'est vraiment le lancement vraiment de la quête et des dangers principaux. Et donc c'est intéressant, c'est sympa à lire, mais du coup, l'attachement personnel que j'avais avec cette saga, je me rends compte que c'est vraiment vis-à-vis des mots et de la poésie qui m'ont complètement transportée pour le lors du premier tome. Je suis désolée pour ma gueule et tout ça, je suis fatiguée. J'ai mes ragnagnas, voilà, figurez-vous. Et donc ça me plombe complètement. Donc du coup, pour ce tome 3, écoutez, j'ai bien aimé, il y a quelques éléments qui m'ont un peu agacée. L'autrice revenait un peu trop régulièrement sur certains traits de personnages plutôt que de les rendre concrets, c'est les caricatures, et je trouve ça dommage. Qui suis-je pour critiquer, hein? Une lectrice, désolée. Mais sinon, les 50 dernières pages du bouquin sont vraiment super haletantes. Il y a plein de choses qui se dénouent, des réponses à nos questions et de nouvelles questions qui surgissent. Voilà, donc finalement dans ce tome-là, avec mon petit surligneur associé, j'ai surtout retenu des passages et des indices vis-à-vis de l'intrigue plutôt que des phrases qui m'ont touchée, parce qu'il y a
peu de phrases qui m'ont touchée finalement dans ce bouquin. C'est pour ça que je pense que je lui mettrai la note de 3,5 sur 5. Et c'est drôle de voir comme les relectures peuvent changer notre vision de certains textes. Avant, quand je parlais de La Passe Miroir, avant cette relecture, pour moi le tome 2 était exceptionnel, c'était vraiment mon préféré, qui m'a fait ressentir le plus de choses et tout machin. Et en fait, là, avec cette relecture, je me rends compte que c'est le tome 1 qui m'a fait le plus ressentir de trucs. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog de la relecture de La Passe Miroir. Je vous vloguerai bien entendu ma lecture du tome 4, parce que finalement, c'est un peu le but de cette relecture, c'est de enfin plonger dans le tome 4 pour pouvoir en profiter un maximum avec tous les éléments en tête. Donc j'ai hâte de découvrir cette Passe Miroir que je n'ai encore jamais lue. Je vous remercie encore infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo si elle vous a plu, ou si vous-même vous avez relu La Passe Miroir ou des sagas et ça a changé peut-être votre vision ou confirmé certaines choses. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour pouvoir avoir la petite notification du vlog de lecture du 4e tome, hein, ce pourquoi on est tous là finalement. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous passez un doux dimanche, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!